Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève et la médiathèque Confluence qui nous accueille aujourd'hui. D'abord, la chanson vous a motivé à en faire tomber la chemise. Vous avez été le parolier et la voix du groupe toulousain Zebda, et ça, ce n'est pas rien. Majid Cherfi, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes donc chanteur, acteur, et de parolier à écrivain, vous avez plusieurs fois franchi le pas. Avec cette année, la parution aux éditions d'Actes Sud de votre roman « La vie de ma mère ». Enfin, pas la mienne, plutôt la vôtre, enfin pas vraiment, puisque c'est un roman. Bref, dans ce roman, l'on suit la relation de Slimane, père de 2 enfants, avec sa mère, où l'on découvre l'émancipation tardive d'une femme sous le regard de ses enfants. Vous évoquez avec tendresse et humour les différentes relations intrafamiliales qui sont souvent complexes, et particulièrement celles entre une mère âgée et ses enfants adultes. Vous dites... Page 19, ça c'est pour les fans. Envie d'une mère pour croire qu'il restait en moi quelque chose à sauver, comme si pour être quelqu'un de bien, fallait que la source relève de ce qu'il y a de plus pur au monde, la mer. De quoi la mer est-elle le socle ? Pourquoi la question première est-elle si difficile ? C'est ça la question que je pose. Si vous voulez, il y a des mères qui donnent naissance à des enfants en espérant être la reine-mère, l'icône absolue. On fait des enfants afin qu'ils fassent allégeance. Il y a des mères qui sont plus relatives. Il y a celles qui tentent un rapport plus mesuré, plus équilibré. En tout cas, la mienne de mère a eu ce rêve-là, avoir des enfants pour qu'ils soient des espèces de marchepieds vers l'étoile suprême. Et elle a pensé à ça parce que très tôt, je pense qu'elle a souffert de ne pas avoir eu droit au savoir, droit à tout. Elle a eu droit à rien. Et tout au long de sa vie, elle s'est rendue compte qu'elle avait décidément droit à rien, si ce n'est à subir le joug d'un mari, d'un père, d'un beau-père, de frères, etc. Et toute sa vie, cette femme a rêvé de s'émanciper, ma mère, et toute sa vie, elle a refusé elle s'est empêchée, comme dirait... Qui déjà ? S'empêcher. Cet écrivain qui est né à Alger. Camus. Un homme, ça s'empêche. Non, mais je savais qu'en venant ici, la barre serait là tout de suite. Si. Non. Lodève, c'est quand même pas Montpellier. Et parle. Parlons de mère dès le début du roman, lors de l'enterrement de la mère de Boris, l'ami d'enfance de Slimane. Slimane juxtapose sa mère à celle de Boris, qualifiée de blanche. Les Français sont d'anciens Arabes, écrivez-vous. Est-ce aussi une façon d'universaliser la mère de ce récit ? De toute façon, moi j'essaie tout le temps d'universaliser. C'est-à-dire, je me sers de ma peau de fils d'Algériens analphabètes et malheureux pour raconter la misère de tous ceux à qui il a manqué quelque chose. Quand je parle de ma mère, évidemment que ce qui m'intéresse, c'est de parler de toutes les femmes. Parce que je crois qu'il y a eu une évidence, c'est que la femme est tranquillement piétinée depuis la nuit des temps. Elle a été grossièrement dans le passé, mais elle continue de l'être. Je parlais avec des adolescents tout à l'heure, je leur disais, il y a 40 ans dans les quartiers, un garçon ne pouvait pas tenir la main d'une fille. Et alors avec toutes ces années, 40 ans après, dans les quartiers populaires, un garçon ne peut toujours pas, sous peine de perdre ses dents de devant, tenir la main d'une fille, parce qu'il y a les tabous, parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a la religion, parce qu'il y a le carcan, le couvercle patriarcal. Et à la limite, ce couvercle patriarcal, sans même qu'il y ait de patriarche, le patriarcat demeure. Il y a comme une espèce d'infusion, parce qu'au fond, et c'est une des choses que j'aime bien dire en sous-texte, c'est que nos parents sont venus, comment pourrais-je vous dire ça ? Ils n'ont jamais aimé la France. Ils y ont été piétinés, même, alors dans une espèce de dichotomie incroyable, ils se sont dit, c'est marrant, on nous a soignés, on nous a donné du boulot, on nous a donné un Eldorado. Parce qu'après, l'Algérie s'est révélée être le néant. Quand je dis l'Algérie, je parle du Maghreb, de toute l'Afrique. Au fil du temps, ces pays d'origine sont devenus pour nos parents le pur néant. Jusqu'à, et ça je ne l'aurais jamais cru, que mon père dise « Ne m'enterrez pas en Algérie, il risque de cracher sur ma tombe ». Des gens de la famille qu'il n'avait pas vu depuis 40 ans, puisqu'il n'y allait que épisodiquement.
Et donc, il y a eu chez nos parents cette espèce de schizophrénie, et peut-être même avant eux, de cette France qui leur a donné a priori ce que ne donnent que les États de droit, et pourtant avec tous les droits, être piétinés avec tous les droits. C'est quelque chose d'incroyable. J'en veux pour preuve l'école. Maman, avec l'école française, elle n'a pas cru qu'on puisse être traité aussi bien, puisque nos parents nous frappaient et les instituteurs nous caressaient le haut du crâne. Et maman a toujours trouvé ça invraisemblable, mais tous ces enfants, c'est pas ces enfants, ils ne sortent pas de là. Et elle ne comprenait pas qu'il y ait une empathie de ces profs qui venaient, par exemple pour moi, jusqu'à la maison, pour dire il y a quelque chose à faire. Ces enfants, on peut faire quelque chose. Elle ne comprenait pas ça. Et nos parents, donc, sont restés dans cette espèce de rancœur mystérieuse qui est de rendre grâce à cet État, la France, État de droit. Pourtant, dès le départ, pourquoi vous ne me laissez pas finir ma phrase? Parce que je vais rebondir dessus. Ah, pardon, j'ai cru oui. Parce que vous dites... Après tout, on est là pour être coupé. Imaginez qu'il me laisse libre, partir comme ça pendant 2 heures. Je vais t'apprendre à rêver l'amitié entre les peuples. C'était ça que je voulais rebondir sur ce que vous disiez. L'idéal d'une terre d'accueil s'effondre en une phrase. Que reste-t-il donc de cette phrase idéaliste? Enfin, votre père n'a aucune envie de vivre ici? Ben, si, mais non. C'est tout simplement ça. Et alors, moi, j'ai été passionné par cette idée parce que cette fameuse phrase, d'ailleurs, dans ma part de Gaulois, où maman me dit « Sois français, mais ne le deviens pas ». Et je trouve que c'est toute l'immigration est là. De tous ces mômes aujourd'hui, de ces filles qui se voilent en se réclamant de l'islam et comme une espèce de défiance à l'égard de la France, mais tout en étant passionnés et remerciant tous les dieux possibles d'être dans un état de droit qui leur permette de se voiler. Allez, je vous propose une petite lecture. Allons-y. Il y avait bien de maman dans cette veuve écartelée entre le devoir de disparaître au nom de sa satanée tribu et le désir tu de la faire voler en éclats. Ça illustre ce qu'on vient de dire. Seule différence, si la mère de mon ami avait déposé les armes, maman s'en accrochait à la ceinture pour ne pas s'éteindre incognito. Arrêt pipi. Nuit noire, en pleine cambrousse, j'ai allumé mon iPhone et je suis retombé sur le SMS de Boris. Papa nous a quittés. Et le passé m'a bondi à la figure sous la forme d'un visage, celui de ma mère. J'entendais ses supplications, sentais ses bras s'agripper à mes épaules et me tirer vers le vide. Mon fils adoré, t'as oublié ta mère. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, lumière de mes ténèbres, canne de vieillesse tant promise, ne t'ai-je pas aimé plus que tout? Et j'ai compris qu'il était temps de la retrouver, de faire la paix avec elle, pour vivre ce qui me restait à vivre, sans les remords qui torpillent une vie. Faut que j'aille voir si je suis encore le frère de mes frères et celui de mes sœurs. Je suis comme un pané, fils unique. Alors Slimane, personnage principal, s'est éloigné de sa famille et prend conscience de la nécessité de renouer. En quoi ces remords sont-ils le symptôme de ce lien si particulier qui unit les membres d'une famille, même au-delà, parfois, des indifférences? Slimane, donc c'est le quinquagénaire, il a fait une vie, il a eu une vie plutôt privilégiée, il a fait partie de ces privilégiés qui ont opté pour des idées progressistes. Donc, il a passé sa vie à essayer de dépasser des tabous, la religion, toutes ces choses-là, d'une culture qui lui semblait fermée. Il a accédé au libre arbitre. Et c'est cet homme-là, progressiste, ouvert, porteur des valeurs de gauche, qui tout à coup, devant sa mère, se retrouve complètement aliéné. Parce qu'il se rend compte dans 50 ballets qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière sa mère, et c'est une femme. Alors qu'en théorie, il se dit, il faut que les mères puissent être aussi des femmes au regard de leurs enfants. Il l'admet théoriquement, mais dans la réalité, comme ça, il se dit, mais je veux quand même qu'elle reste ma mère. Et j'ai voulu raconter Finalement, j'écris des histoires schizophrènes. Et on peut croire que des garçons abrutis veuillent que leur mère soit la maman qui fait la petite soupe du dimanche ou le petit 4 heures, comme ça. Et je veux dire que nous, qui avons été instruits,
qu'avoir été universitaire même, qu'avoir accédé à un certain nombre de choses, du savoir, eh bien, tout à coup, l'aliénation vous reprend parce qu'il y a quelque chose qui manque dans tout ça. Et c'est une espèce de ciment identitaire. Est-ce qu'on peut appartenir à plusieurs cultures ? Est-ce qu'il nous est possible d'être multiples ? Et c'est un peu une espèce de cause perdue, puisque on est par exemple dans une France qui dit oui non, nous sommes terrorisés à l'idée d'être envahis par d'autres choses inconnues, des cultures, ou pour les salauds ce qu'ils appellent le grand remplacement. La peur de s'éteindre, la peur de perdre une histoire, un socle, etc. Et nous qui sommes là, enfants de l'immigration, en train de dire nous voulons être français à condition que vous acceptiez que nous portions en nous, j'allais dire, une algérianité. Et je vois, pour un mec comme moi à qui il reste 3% d'algérianité, il y a un discours qui consiste à dire mais nous n'en voulons même pas. D'où cette peur, d'où ces deux camps qui s'opposent, et les deux terrorisés. Le camp des miens, entre guillemets, qui a peur de perdre son identité et qui croit retrouver dans des islams de dérive ce qui croit être la source de leur culture. Et puis en face, il y a tous ces gens qui disent mais... notamment ces 11 millions de personnes, c'est là que j'ai été effaré, qui ont voté pour le Rassemblement national, terrorisés à l'idée de se perdre. Donc, deux camps sont terrorisés à l'idée de se perdre, et nous, au milieu, en train de dire, mais nous voulons finalement appartenir aux deux. Et qu'il ne s'agit pas que l'un avale l'autre, mais qu'il y ait une composition comme un tableau. Est-il possible d'être composé de plusieurs de ces tableaux ? Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve. Souvent, je vois dans l'actualité un jeune qui arbore un drapeau algérien et on dit il n'aime pas la France. Et quand c'est un Italien, il n'y a pas de problème. Ou s'il est portugais, il n'y a pas de problème non plus. Et donc tout à coup, mais si le drapeau est maghrébin, c'est qu'il n'aime pas la France. Et moi, je dis, pour avoir connu un certain nombre de ses supporters, qu'on peut être un citoyen digne de ce nom et arborer pour supporter l'OM, par exemple, un drapeau algérien. Et donc c'est toutes ces idées qui n'ont pas avancé, parce qu'il a manqué, tout à l'heure je parlais de droit et de loi, il a manqué à l'égard de nos parents, il a manqué la bienveillance et la considération. Vous le résumez, Slimane est-il assez français, arabe, ou pas suffisamment les deux ? Donc la question de l'identité, des traditions, de la transmission familiale est présente dans le roman. Elle bouscule les relations entre les membres de la famille de Slimane, entre ceux qui l'assument, la rejettent, la renforcent. Même les enfants de Slimane vannent leur père. T'écoutes plus de musique arabe, t'as vendu ta race. En quoi la tradition familiale interfère-t-elle dans la construction de son identité ? N'y a-t-il pas même une question de culpabilité autour de cette notion d'identité ? Alors, je ne sais pas s'il y a une notion de culpabilité, mais plutôt une notion de honte. C'est tout à coup de se dire j'appartiens au vide. Nous, seconde génération, avons des parents descendus de la montagne, maghrébins, sont arrivés, venus en France, illettrés, analphabètes, perdus, etc. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, excusez-moi, je digresse, à tout va. On nous a raconté à nous, en tout cas à mes 20 ans, que nous avions de la chance d'appartenir à une double culture. Et moi, j'y écris, je me dis, ouais, mais oui, on me disait, des gens de gauche, évidemment, des militants de gauche, donc des gens qui me disaient, t'es français, mais t'es même mieux que nous, tu appartiens à deux cultures. Et j'ai compris plus tard qu'on essayait de me consoler, finalement, sans le savoir. Parce que j'ai regardé les deux cultures, je voyais bien la culture française, je voyais bien l'école, je voyais bien les 2000 ans d'histoire. Je voyais bien Saint-Louis, les Gaulois, les rois fainéants, les mérovingiens, je voyais bien les écrivains, les auteurs, les génies dans toutes les matières. Je voyais ces 2000 ans de France, plus un siècle de lumière planté là, je voyais bien. Et puis quand je regardais mon côté algérien, je dis mais mon père ne m'a raconté que 7 ans d'histoire. Et c'était les 7 années de la guerre d'Algérie. C'est pas une culture. Donc rongé par la douleur de ce qu'il a perdu dans cette guerre, je me dis c'est pas vrai. Nous n'avons pas de culture. Et nos parents, ma mère, c'est à peine le prénom de son grand-père, et que c'est pas vrai. Alors il y a peut-être une culture, il y a peut-être une histoire extraordinaire de l'Algérie, mais dans nos familles il y avait rien. C'est-à-dire que nos parents, voilà, étaient dans la montagne. Né d'ailleurs sous un état de colonisation.
Ils sont nés français sans jamais l'avoir été. Cette espèce de tous ces mensonges qui nous ont enveloppés jusqu'à ce que on se rende compte que voilà, il y a les légendes qu'on raconte et puis la vérité est tout autre. C'est qu'il y a une faille. Alors, les enfants de Slimane ignoraient leur grand-mère. Est-ce qu'il est nécessaire de sortir de son passé pour se le réapproprier plus tard ? Et quel est ce besoin de porter son histoire ? Doit-on connaître ce passé pour exister ? C'est un petit peu le conflit, ou plutôt la prise de conscience des enfants de Slimane quand ils découvrent leur grand-mère et qui cherchent à avoir leur histoire. Alors, on rebondit dessus, quoi. Pardon, je rebondis sur les enfants. Alors, ils regardent leur père en train d'essayer d'esquiver son identité. Je disais tout à l'heure la honte. Et en même temps, on finit par se dire, mais si j'écartais mes enfants de cette faille, de ce trou, peut-être vais-je leur éviter des traumatismes vécus par nous-mêmes. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que, je vous parlais de la rancœur de nos parents, mais ils infusent cette rancœur. Et on a été infusés. Après, on nous dit, mais pourquoi vous n'êtes pas plus patriote ? Parce qu'on est infusé de ce malheur de nos parents qu'on a vécu jour après jour. Et que moi-même, j'infuse à mes enfants, puisqu'il leur arrive de me demander, papa, on est français ? Et je les regarde, je me dis, j'ai cette espèce de souffle, d'inspiration. Et je sème le doute. Et ils sont d'ores et déjà infusés. Parce que je me dis, avec leur visage, leur physique, leur prénom, leur nom, etc., à tout moment, on peut te dire, hé, petit bougnoul, viens là. Donc il me faut les avertir. Et déjà, je romps avec un patriotisme qui pourrait être gracieux, généreux, ouvert. Là, parce que bon, on connaît le patriotisme de l'extrême droite, et à gauche, c'est vrai qu'il y a une faiblesse de ce côté-là, alors qu'il pourrait y avoir un patriotisme, oui, généreux. Et donc donc les mômes ils devinent chez leur père l'esquive. Hey, tu veux faire de nous des Français ? Mais on l'est. N'hésitons pas à être algériens. Bon, n'hésitons pas. Et alors, ils ont cette chose-là, puisque les Français et toi-même fuyez cette identité maudite, puisque ils savent l'image qu'a l'arabité ou l'islamité dans le monde. Vous êtes une menace pour pour l'esprit, en fait, pour l'élévation de l'esprit. Vous êtes une menace, eux savent, et donc ils renvoient leur père à sa peur. Nous, on n'a pas peur. On est français, donc on va écouter la musique arabe. Et ils se rapprochent de leur grand-mère et cherchent à connaître son histoire. Voilà, ce sont des tentatives en fait. Tout ça, c'est des tremblements. Toutes les scènes sont erratiques. On veut, mais on veut pas. Et tout est un peu comme ça. La grand-mère qui n'a jamais vu ou quasi jamais vu ses petits enfants. Et puis en même temps, elle se dit mais peut-être qu'il y a une génération comme ça qui n'est pas passée. Et que la vraie canne, ce sera les petits-enfants, puisqu'ils auront au moins de l'empathie, n'ayant pas connu le conflit quotidien d'un fils et de sa mère, ou d'enfants avec leur mère. Ils ont esquivé toute cette rancœur, du coup, vis-à-vis de la mère. Et ils se disent, tiens, voyons, peut-être que ça peut passer entre la grand-mère et les petits-fils. Alors, page 126, on regarde sa sœur et c'est sa mère que l'on voit. Font chier les racines, ces défaites. Quelles sont les défaites de cet héritage induit que vous aviez déjà évoqué là, mais plus précisément ? La défaite, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et j'en reviens à... Vous voyez, nos parents étaient en Algérie, on appelait ça la République, on appelait ça l'État de droit. Et dans un État de droit, dans une République, il se peut qu'il y ait des sous-citoyens. Et on finit par habiter la sous-citoyenneté. Ce qui a été le cas de mes parents. À force d'être traités de la sorte, vous finissez par penser que c'est un peu votre destinée. Après tout, on est arabe, on va quand même pas élaborer des projets scientifiques, des choses comme ça. Et alors, on habite une sous-citoyenneté, ou on habite une espèce d'esclavage. Finalement, ça fait un peu partie de notre identité. On peut quand même pas être médecin. On peut quand même pas marcher sur la Lune. Et donc, tout ça est habité. Et alors, évidemment,
ben, on s'étonne soi-même que ce soit possible. Et j'en veux pour preuve ma mère qui me disait, quand dans les montagnes du Kabyle, on voyait un petit enfant blond aux yeux bleus, elle disait en Kabyle, il est beau comme un Français. Et donc c'est une espèce de reniement de soi-même. Si tu es brun, tu es un peu un esclave né. Si tu es noir, je n'en parle pas, hein, parce que les Kabyles de ma montagne à moi ne sont pas spécialement partis sur une empathie sur le subsaharien, envers le subsaharien. Alors, on habite un esclavage. Kamel, le frère de Slimane, dit, quasiment à la fin du livre, qu'est-ce qu'elle sait de la liberté ? La liberté, pourquoi faire ? La liberté, ça ne s'offre pas, la liberté, ça s'acquiert, et si c'est pas possible, on y renonce, chacun sa place. Que vient révéler cette envie de liberté de cette femme, donc la mère de Slimane dans l'ouvrage, dans ce monde certes patriarcal, mais surtout d'empêchement social ? C'est quoi sa recherche de liberté ? Je sais pas, je suis pas sûr de le savoir moi-même, mais parce que j'ai l'impression que pour ma mère, qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas eu de formation intellectuelle, ce sont des choses un peu instinctives. Instinctives, alors, pourquoi une femme se dit « je suis l'esclave » Maman s'est tout le temps dit « je suis l'esclave de cet homme, mon père ». Et d'ailleurs, il y a une anecdote, elle lui a toujours, de retour du chantier à 18h, elle lui a toujours servi le café. Et quand on est enfant, c'est marrant, on trouve que sa mère est extraordinaire. Elle vient servir le café. On est déjà infusé du patriarcat terrible. C'est que papa est fort, et maman fait les goûters. Et j'ai ce souvenir de cet émerveillement. Mais qu'est-ce qu'elle est sympa. Je l'ai su bien plus tard que elle les avait accrochés là, tous les soirs de sa vie. Mais elle l'a pas dit, elle l'a caché. Et même, elle a montré le bonheur de servir, parce qu'il fallait servir l'orgueil de la tribu. Et alors, elle a été piégée comme ça, entre ou c'est moi, ou c'est l'orgueil de la tribu. Elle a choisi de sauver l'honneur de son père et les couilles, si je peux me permettre, de son mari. Parce que comme je l'écris là, il s'agit de sauver les couilles, c'était ça. Et vous, les femmes, vous voulez sauver les couilles. Jusqu'à ce qu'elle me parle un jour, ma mère, d'un appareil pour ôter les testicules des hommes. Qu'il garde l'appareil... oui, enfin, avec toute sa vigueur, si vous voulez, mais que la mécanique de reproduction soit rompue. À quoi ça sert ? Alors, c'était sur le tard qu'elle m'a dit ça, parce qu'elle était en confiance, et j'ai imaginé une espèce d'appareil comme ça, mais clac, un truc sans douleur, et puis on suspendrait les testicules dans une espèce de formol. Alors ça, c'est mon imaginaire. Et au cas où l'homme aurait une sympathie revenue, allez, hop, on réattribue l'appareil, mais qu'il n'y ait pas droit quand il veut. Et pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. De quoi je vous parlais ? Je relis la question. Du café. Donc émerveillement. Et puis à l'adolescence, il y avait nos premières prises de conscience. On était au lycée avec mes frères et sœurs. Et tout de suite, on s'est dit, mais il n'a pas deux bras, ce connard. Vous pensez bien qu'on s'est tu. Maman a senti le doute. Et puis à 30 ans, je crois, on s'est exprimé, plus possible. Il était à la retraite depuis 7 ans et il se faisait 6-7 heures de télé par jour, papounet. Et alors nous, on trouvait ça quand même assez indécent, comme ça, de voir un homme tout le temps à l'horizontale, sur TF1 bien sûr, le juste prix et tout ce qui va avec. Mais t'es à l'horizontale et maman tout le temps à la verticale, puisqu'il y a le tabou aussi d'être assis. Et il fallait pas lui dire, tu n'as pas fait de sieste à ce moment, tu es fatigué. Et là, elle déchirait l'orgueil de la tribu en faisant la sieste. Et donc, on finit par faire quasi un mur, on lui dit, non, tu lui sers pas son café. Non, pardon, oui, pardon. Elle servait le café, elle le touillait. J'ai oublié de vous dire l'essentiel. Elle touillait le café au bonhomme. Donc, c'est ça qu'on a trouvé très beau. Et elle touille. Enfant, puis ado, elle touille, c'est fort de café, pour ainsi dire. Et à 30 ans, on l'empêche d'y aller. Et là, donc, ça supplie les enfants, je touille pas le café promis, mais laissez-moi le servir. Je pense à une chose, il faut que je vous dise l'origine du bouquin, quand même, c'est que sur le tard, maman nous envoyait des signaux. Alors, il fallait ou les lire et regarder sa mère dans le fond des yeux. Il ne s'agit pas de regarder cette espèce d'évanescence maternelle, mais de regarder. Et elle me dit, tu sais, dans ce camp où on est arrivé les premiers jours, il y avait un gitan magnifique aux yeux bleus. Elle me dit ça. Ah, j'étais tétanisé, je ne voulais pas. Elle avait aimé un homme et j'ai fait dans ma tête, papa, comme un enfant de 9 ans, tu vois, qui était là. Et donc,
Elle voulait me dire, mais qu'est-ce que tu crois, connard? Vous allez la regarder, la femme, et nous, on n'osait pas. Mais en fait, tu nous as toujours dit que vous étiez sacrificiel, prête à tout pour nous, etc. Et à un autre moment, je me souviens de quelques moments comme ça, un peu pour nous secouer. Vous allez comprendre, nom de Dieu, il faut vous faire un dessin. Elle faisait sa prière. Bon, elle savait que j'étais pas très loin. Et puis, à la fin de sa prière, un soupir. Traduction, plein le cul. Maman! Elle croit plus en Dieu. Super! J'appelle mes frères et sœurs. Elle est communiste. Elle est communiste. Ça y est, on a réussi après 40 ans. Parce que c'est la seule cabine de Toulouse dont tous les enfants sont athées. Donc il faut quand même porter ça. Imaginez cette femme qui rêve de cette possibilité d'aller au paradis, dont les 7 enfants ne croient pas. Alors je vous propose de lire à nouveau. Le vieux bonhomme à la moustache ultra fine était assis, lui aussi, sur une chaise roulante. Et comme maman riait aux éclats, je crois que ça nous a liquéfiés. D'abord qu'elle rit tout court, et parce qu'ils formaient un couple, et que nous ne l'avions jamais vu si près d'un homme. La première fois, j'avais été obnubilé par les rires et la bonne humeur, et cette fois, je voyais un homme en chair et en os, je voyais la moustache et le contenu de sa culotte. On est resté là, lèvres basses, ratatinées. Pourquoi était-elle de bonne humeur et si proche d'un autre qui n'était pas le père? Que faire? Attendre, interrompre ce qui ressemblait à un flot ininterrompu de phrases? Mais qu'avait-elle donc à raconter à un inconnu? À un de chez nous? On composait des tranches de réprimandes allant jusqu'à la vendetta kabyle. Car, paraît-il, on peut tuer sa mère si elle part en cacahuète. Oui, la justice française peut comprendre cela. Le déshonneur. Réclamer de jurisprudence pour non-assistance morale à sa descendance directe. Oui, j'ai mis un petit peu d'humour. Hein. Alors, votre ouvrage est une ode à la vie, évitant le cliché du vieux, immuable, fossible, n'ayant plus de joie de vivre. Avoir une mère libérée, ce n'est pas si facile. Excellent. Mais avoir des enfants empêcheurs n'est pas aussi plus difficile. Il n'y a que des enfants empêcheurs. Et après, évidemment, c'est toute la question de l'éducation. Comme je vous l'ai dit, maman voulait qu'on s'affranchisse, mais qu'on reste quand même fidèle à quelque chose. Et donc, il a fallu jouer comme ça de toute cette complexité. Pendant très longtemps, évidemment, avec mes frères et sœurs, on a bu, mangé, fumé, caché. Et comme disait l'autre titre de film, je crois, à 50 ans, alors c'était pas je me planque pour fumer, mais je faisais pas mal de médias. J'avais pas le courage de dire, écoutez, moi, je suis athée. Et alors non seulement je suis pas que athée, j'allais dire, je suis dans un combat contre les religions. Je suis un combattant de toutes les religions. Je pense qu'elles sont un opium du peuple et qu'elles empêchent. Et il a fallu trouver des mots nuancés, jouer dans tous les sens pour pas que tout cela l'atteigne. On ne finissait que par une blessure. Et elle se retrouvait dans son salon en train de pleurer parce que nous avions abandonné Dieu et autres traditions et croyances. Et donc c'est difficile. C'est comme les gens qui me demandaient, mais pourquoi cette résistance par rapport à la France? Et je disais, mon père a perdu 4 frères pendant la guerre d'Algérie. Il a perdu 4 frères, il m'a infusé de sa douleur à lui. On peut quand même pas courir en disant vive la France. Et je pense bien, pardon, je fais de l'actualité. On nous dit, vous, les Maghrébins musulmans, fait toute cette faune-là, pourquoi vous n'êtes pas plus solidaires avec le génocide du 7 octobre, le fameux génocide? Je dis, mais nous naissons palestiniens. Nous sommes infusés à la naissance. Mes parents à moi, chaque naissance, c'était un soldat de plus pour la résistance palestinienne. Et donc, sans le vouloir, sans le savoir parfois, pour ceux qui n'en ont pas pris conscience, vous étiez palestinien. Et donc, effectivement, l'empathie est retenue. Et c'est pas que... Moi, j'ai vu maman blessée quand elle a vu ces atrocités du 7 octobre, je l'ai vue blessée, mais elle s'est tue. Elle s'est tue. Alors que depuis près de 60 ans, je la vois pleurer sur le désastre du peuple palestinien.
Et donc oui, nous sommes embêtés. Nous sommes embêtés parce que il y a un tiraillement en nous. D'ailleurs, je dis ta mère ou la justice, en quelque sorte. Et alors lui, on dit qu'il a choisi sa mère. Mais moi, je ne sais pas ce que nous choisissons, mais nous sommes terrassés parce que nous ne sommes pas accueillis. Nous n'avons pas de peuple, nous n'avons pas d'espace, nous n'avons peut-être pas de langue, et encore moins d'histoire. Et d'ailleurs, pourquoi tous ces mômes aujourd'hui de 16 ans, je vais beaucoup dans des classes, je vois des mômes de 16 ans, je vois bien qu'il y a des Maghrébins, des Africains, je dis, est-ce qu'il y a des Français ? Aucun doigt ne se lève. J'en pointe du doigt. Mais toi, t'es quoi ? Moi, je suis sénégalais, monsieur. Alors que son grand-père est né en France. Et tous s'identifient. Alors, pas seulement à la terre de leur père, mais désormais à l'éventuelle terre de l'arrière-grand-père. Mais enfin, nom de Dieu, pourquoi ne vous identifiez vous pas ? Alors que je connais le problème, puisque je suis moi-même dans le tiraillement. Il n'y en a pas un qui peut dire « je suis français ». Alors qu'il y a, comment dirais-je, presque une jouissance de l'être français, parce qu'ils ont compris que le droit, la loi, mais qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'on est français. Encore eût-il fallu que la France, je pense pour les plus jeunes d'entre vous, à mai 81, non, c'était l'année 83, à la marche des beurs, où nous réclamions l'égalité des droits. Et en guise d'égalité des droits, les socialistes donnent à nos parents une carte de résidence. Et nous lisons entre les lignes. On se dit, mais comment 10 ans, mais pourquoi ? Vous auriez dû provoquer cette évidence. Vous êtes chez vous, définitivement, afin d'installer les générations à suivre. Non, c'était dans 10 ans, on voit, en quelque sorte, vérifier la solubilité de l'arabe dans la République. Le mal était fait. Au moment de l'espoir, le couvercle se referme. Et en vérité, tout de suite, le projet universel d'un peuple multiculturel est mort, puisque nous attendions que ce soit la gauche qui l'amène. Et c'est la gauche qui le tue, en vérité. Et je crois avoir entendu François Mitterrand dire « oui, mais il y a un seuil de tolérance. Il y a un seuil de tolérance. C'est-à-dire, nous étions trop avant même que d'exister. Le projet était mort. » Et je vous passe après Laurent Fabius qui a dit que le Front National posait de bonnes questions, mais donnait de mauvaises réponses. Il ne faut pas dire ça. Je parle des hommes de gauche parce que c'est mon camp. Et tous ces hommes de gauche comme ça ont cristallisé le refus, ont cristallisé une espèce de refus. Et j'en finirai avec l'extraordinaire François Hollande, qui décrète la déchéance de la nationalité. Mais nous lisons on a envie de leur dire, nous lisons entre tes lignes. Aurais-tu décrété la déchéance de la nationalité pour des Suisses, des Portugais, des Italiens, des je ne sais qui ? Non. Mais tu as visé l'arabe et le noir. Et alors le projet, il est mort, ami. Il est mort. Alors évidemment, on se dit, on ne va pas faire nation demain. Et c'est vrai, nous ne ferons pas nation demain. Pardon, je digressais encore. Non, je voulais rebondir sur justement cette femme dans ce livre, La vie de ma mère. On voit valser toutes ces contraintes, tout ce carcan, toutes ces frustrations. Qu'est-ce que vous aviez eu envie de bousculer ? Est-ce que c'était une façon de secouer votre entourage ? J'ai voulu parler d'une femme et de dire, voilà, j'ai failli dire, dans toute femme, il y a une femme. Et je crois qu'il y a aussi un homme. Comme dans chaque homme, il y a une femme. Et j'ai voulu dire que, vous voyez, je crois que seules les érudites font émerger en elles une femme. Et Dieu sait que c'est toutes celles qui ont été piétinées, qui n'ont pas existé, puisque je l'ai vu il y a. Et donc, dans toutes les femmes, il y a une femme. Et c'était presque une autoflagellation de cette peur, du manque de courage de ne pas voir dans le regard de sa mère la femme qui lui aurait permis d'ailleurs d'aller plus loin dans sa démarche émancipatrice. Et nous, hommes de gauche, l'avons empêché parce qu'on ne l'a pas encouragé. Or, parfois, il y a même de l'humour dans cet ouvrage où vous dites à travers Slimane, pas sûr que faire les rayons soutifs avec sa mère soit la juste place d'un fils. Vous venez chatouiller les tabous avec des mises en situation cocasses. De quoi ces tabous sont-ils les limites ? Prochaine question encore plus difficile. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de oui ou de non.
dans ces réponses. Il y a simplement l'ignorance, il y a simplement le fait que la République n'a pas porté ces mères-là, comme elle n'a pas porté les plus faibles d'entre nous. Et qu'il y a une faillite républicaine qui fait qu'il y a aujourd'hui une faillite des mœurs, une faillite de la fraternité. Une faillite de la fraternité. Et que donc, il y a en quelque sorte une éducation, un travail. Il faut inscrire quelque chose de l'ordre de la... Ce mot, oui, qui est de l'ordre de l'idée cosmopolite, comme inscrire presque dans la Constitution, inscrire l'idée cosmopolite. Tout de suite faire entrer dans les esprits qu'une nation n'est pas une couleur de peau, n'est pas une religion, n'est pas une tradition, et que oui, effectivement, les églises françaises sont désertées, oui, il y a une demande accrue de mosquées, mais est-ce que pourtant ça veut dire que ce seront des musulmans dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas un musulman parmi les chrétiens et autres, un musulman à créer, fidèle aux règles de laïcité, de liberté? C'est un athée qui vous le dit, qui l'évoque. Voilà, il y a cette quête un peu spirituelle, parce qu'il y a le sentiment d'abandon dans ces populations, de se sentir abandonné. Voilà, et que, évidemment, dans les temps qu'on vit, on se dit, tiens, on n'y est pas, cette idée de cosmopolite. Puisqu'évidemment, le camp opposé nous oppose justement une société blanche, catholique, éternelle. Alors pour terminer, vous écrivez, page 96, « Maman est fatiguée, dit l'infirmière en parlant de la mère de Slimane. Papa est décédé, dit Boris à son pote Slimane. Vous semblez agacé par ces phrases impersonnelles, oubliant le possessif, renforçant le ton infantilisant. Quelle est pour vous la force du langage ? Je ne sais pas. Il y a des gens extrêmement talentueux dans l'écriture, par exemple. Moi, j'ai longtemps été à la recherche de mon écriture. Et je crois que ce qui est intéressant chez quelque auteur que ce soit, c'est qu'il trouve sa marque. Et moi qui ai beaucoup lu le 19e, à 14 ans, j'ai voulu être Flaubert. Non, mais il est mal parti. Il faut pas, éventuellement, à 50 ans, je dirais, si j'essayais d'être Flaubert. Éventuellement. Et donc, vous courez derrière, parce que cette littérature du 19e, moi, m'a constitué. Je me suis appris avec Flaubert, Balzac, Hugo, Zola, etc. Je vous parlais d'une langue, j'ai le sentiment, moi, privilégié, de m'être approprié cette langue, et elle est française, de m'être approprié un peuple, il est français, une histoire, une philosophie, je ne sais quoi. Et j'ai ce sentiment-là. Je me dis, il y a donc quelque chose du possible. C'est d'être à la fois multiple et totalement en adhésion de toutes ces choses-là. Et quant à moi, il y a eu un moment où je me suis dit, je suis un enfant de la rue, j'ai dans la bouche une langue de la rue, j'ai aussi une langue du grand classicisme à la française, et qu'il ne fallait pas que j'imite l'enfant de la rue que j'ai été, ni les maîtres littéraires qui m'ont guidé, mais trouver un composé de... C'est pour ça qu'on peut, dans mon écriture, passer d'une phrase châtiée à quelque chose d'absolument trivial. Et je trouvais mon écriture là, dans cette composition. Alors vous faites sonner les phrases, danser les mots. D'où vient votre attachement à l'écriture ? Vous l'avez évoqué, mais surtout, quelle jubilation cela vous procure-t-il ? La guérison, bien sûr, puisque je vous ai parlé beaucoup de schizophrénie. Donc je suis un immense schizophrène, mais cool. Et c'est ce qui fait ma différence. C'est-à-dire que je suis apte à disserter avec mon voisin. Oui, pardon. Répétez-moi votre question sublime, d'ailleurs. Complexe. Je parlais de jubilation de l'écriture. Jubilation. Oui, l'écriture, évidemment. Bien sûr, on parle de thérapie, mais bien sûr. Bien sûr, alors c'est le privilège de certains que d'avoir un outil qui vous serve de thérapie. Alors, il y a toutes sortes d'outils, toutes sortes d'activités qui peuvent vous mener à votre guérison. L'écriture a été cette guérison. Elle a été une façon pour moi de me construire. C'est parce que, vous savez, vous pouvez vous regarder dans un miroir longtemps en faisant comme ça. Ouais, ça va. Ou bien, plus intéressant,
où est la face obscure. Et quand vous êtes à la quête de la face obscure, là vous êtes sur la première marche de ce qui peut être appelé la création. Vous imaginez des écrivains en train de faire l'apologie d'eux-mêmes. Ce ne serait pas extraordinaire. Et donc voilà, l'écriture c'est ça, c'est à la fois donc et puis distraire. Par exemple, vous avez un lecteur, vous le distrayez, vous provoquez une émotion, c'est pas mal. Vous éclairez des zones sombres. Comme j'ai le privilège de sentir ça, de dire tiens, je vais leur dire des choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Par exemple, excusez-moi, je digresse. On dit souvent qu'on reproche aux Français de nous avoir inculqué nos ancêtres les Gaulois. Mais moi, le souvenir que j'ai quand on me l'a appris, je me rappelle qu'avec mes copains algériens, on était heureux. On nous offrait la France nous offrait ses ancêtres. On n'en avait pas toutes ces familles de malheureux. Et tout à coup, on avait une famille, on avait des rois, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je suis là pour dire ça. Non, ne vous trompez pas. On a aimé que vous nous preniez dans vos bras. Sauf qu'après, il est 17h. Et on oublie souvent ça. Il y a l'école. Et à 17h, la jungle vous reprend. Et l'école récupère le lendemain matin des enfants qui ont basculé dans la jungle. Et on dit l'école ne marche pas. Non, c'est pas l'école qui marche pas, c'est la jungle. Et on a les familles, l'intérieur, ce désastre d'inculture et de violence, de souffrance. Et je me souviens, non, elle a très bien fait. Un ancêtre envoie un autre, oui ou non? Oui. Donc, puisqu'on n'en aura pas, nos parents ne vont pas inventer une culture, nous dire au fait, oui, il faut que tu saches que nous avons encore des intellectuels de gauche, mais vous aviez eu, m'ont-ils dit, un âge d'or du monde arabe. C'est comme si vous lisez Astérix pour apprendre ce qu'étaient que les Gaulois en France. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, une dernière question qui permettra de synthétiser l'ouvrage. Peut-on dissocier la femme de la mère quand on est un fils? J'aimerais bien que d'entre vous répondent à ma place, franchement. Parce que j'ai eu des interlocuteurs, mais là, je suis en épuisement. Magique Cherfi, merci pour vos réponses. Merci, cher ami. Merci à l'équipe de la médiathèque Confluence pour l'organisation de cette rencontre. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre, et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie, dont celle-ci, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.1.trait.fr. Merci et à bientôt.